Alors oui, je sais, je vais être très dur. C'est de la faute des avants si on est en train de perdre tous nos matchs avec l'équipe de France. Non, je déconne pas. Alors écoute-moi bien jusqu'à la fin pour comprendre le raisonnement et tu verras que tu pourras pas me dire le contraire. Ou alors tu vas m'insulter dans les commentaires. Quand tu fais de la mayonnaise, il faut que tes œufs soient à température ambiante, sinon elle est ratée. Ça prend pas tout simplement. Tu te demandes pourquoi je te dis ça? Eh bien, j'espère que c'est la haine pour le staff du 15 de France. Je vais partir du postulat que les mecs, Arletas, Sampéré, Jean-Jean, ils sont bons. S'ils n'étaient pas bons, je pense pas que Galtier les aurait appelés pour embrayer derrière avec tout ce qu'on a vécu pendant 4 ans. Mais dans quoi est-ce qu'ils débarquent? Une équipe de France qui a été déçue de sa Coupe du Monde et ils remplacent des mecs qui ont fait quand même vibrer la France et qui ont porté un projet de jeu, qui ont évolué ensemble pendant 4 ans et qui sont partis. Faut pas oublier que Galtier, quand il reprend l'équipe de France en 2019, juste après la Coupe du Monde, il reconstruit tout, il repart quasiment d'une page blanche. Quand tu es entraîneur et que tu arrives en équipe de France, tu vas devoir gérer des mecs qui sont certes professionnels, c'est des joueurs professionnels, mais ils ont un ego. Et il faut pas oublier que les joueurs, ils ont co-construit le projet de l'équipe de France pendant 4 ans, puisque maintenant c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas un entraîneur qui arrive et qui impose des choses. L'entraîneur, il est force de proposition, mais derrière, ce sont les joueurs en fait qui jouent, qui s'approprient le projet de jeu et qui le font évoluer ensemble. Sauf que les mecs qui débarquent, c'est tout simplement pas leur projet. Si t'es entraîneur de l'équipe de France, c'est que tu es bon, c'est que tu as tes propres convictions. Ce qui fait que toi, t'es un bon entraîneur, c'est que c'est tous ces petits trucs que tu connais et que les autres n'ont pas. Chacun a des spécificités. Mais pour amener tes compétences, ta vision, ton système offensif, ton système en touche, il va te falloir du temps. Je pense pas que tu te dis, oh Fabien, écoute-moi, ton projet il est bien, mais regarde, ça c'est mieux, on change ça et puis on arrête ça. Je vois pas tout simplement à quel moment ça peut se passer. Alors t'es obligé de prendre ton temps pour t'approprier le projet de jeu qui existe déjà mais que tu n'as pas construit et au fur et à mesure changer des choses. Mais d'un point de vue totalement subjectif, entraîner un projet de jeu que tu n'as pas construit, mais ça doit être quelque chose de très très difficile. Si t'es architecte et que tu dois construire une maison en bois sur du sable, t'as tes convictions, c'est sûr. Sauf que là, tu récupères un client qui avait déjà fait appel à un architecte, qui a fait tous les plans de la maison et donc les bases, ta structure, ça va être la même, parce que c'est les principes de jeu, mais l'organisation des espaces, le style, l'architecture, on va faire une tour ici, on va mettre la fenêtre plutôt comme ça c'est propre à chacun. Et ben pour un projet de jeu et les entraîneurs, c'est exactement pareil. Chacun a sa vision. Maintenant, il faut réussir à convaincre le client et les joueurs. Entraîner, c'est vraiment complexe et entraîner quelque chose que tu ne connais pas ou que tu n'as pas construit, en tout cas, je pense que c'est encore plus difficile. Et c'est pareil pour les joueurs. Peut-être que Patrice Arletas, il aurait préféré sélectionner Le Garec et Jono plutôt que de prendre le cul. Peut-être qu'il aurait fait commencer Reus à l'ouverture et Tuilagi en pilier droit. Bref, vous voyez où je veux en venir. Ça commence aussi par la sélection des joueurs. Galette, il a vécu son truc avec ses joueurs pendant 4 ans. Là, t'as des nouveaux qui débarquent, qui sont attachés à l'ancien système, aux anciennes méthodes de fonctionnement. Et même si tu vas pas révolutionner tout et changer tout du jour au lendemain, je pense que c'est d'autant plus facile de mettre en place un nouveau projet de jeu quand tu as des joueurs qui arrivent, qui vont intégrer ce nouveau projet de jeu et pas devoir changer des joueurs qui ont co-construit un projet de jeu, leur faire changer des choses. Et pour ça, j'imagine qu'il faut un petit peu de travail pour arrondir les angles. Alors, il y a quelque chose que le staff fait depuis 4 ans et que moi j'apprécie beaucoup et pour moi c'est pas des coups de com', ils s'entraînent à entraîner. Ça veut dire qu'ils passent dans des clubs amateurs avec des publics qui ne connaissent pas, qui ont un niveau qui n'est pas celui des joueurs de l'équipe de France évidemment, et ils animent des séquences d'entraînement. Alors premièrement, t'apprends à bosser avec tes collègues entraîneurs et t'es confronté à des problématiques que toi tu n'as plus l'habitude de gérer, c'est-à-dire que tu vas être obligé de te remettre en question sur la façon dont tu entraînes. Est-ce que ça se passe bien, pas bien? Est-ce que mes consignes sont claires? Est-ce que ça va marcher? Si ça marche pas, comment est-ce que je régule? Donc les entraîneurs qui ne connaissent pas le projet de jeu de l'équipe de France, qui doivent le faire évoluer mais en même temps se l'approprier, le fait d'entraîner sur les premières séquences d'entraînement ou en tout cas les premiers mois, je pense que c'est énormément de réglages aussi sur la manière dont ça va fonctionner et dont tu vas t'approprier les ressources. Le second point, c'est une chose dont on a déjà parlé, c'est le rôle des hommes. Il y avait quand même un manager qu'on a tendance un petit peu à occulter, c'est Raphaël Ibanez. Il y a une chose qui est importante, c'est que un groupe, c'est pas une somme d'individualité. Les relations entre les individus, entre les joueurs, le staff, etc., elles doivent être bonnes si tu veux que ça fonctionne. Et j'ai quand même cette impression, c'est que dans les équipes qui tournent, il y a souvent des hommes derrière qui sont moins mis en avant, mais qui ont un rôle tout aussi important. Déjà, si on fait le point, Galtier, il était quand même meilleur devant la presse avec ses relations quand il y avait Ibanez. Ok, il gagnait, mais il te prenait pas pour un con au moins. Mais prenons un autre exemple. En 2014-2015, tu as le Stade français, avec son manager, Gonzalo Quesada, qui est champion de France. Il gagne le bouclier de Brennus, et la saison suivante, il termine 12e. Ah oui, vous allez me dire, c'est arrivé à plein
plein d'équipes. Mais pourquoi est-ce que je prends cet exemple du Stade Français? C'est qu'à cette époque, il y a quelqu'un qui est peut-être moins mis en avant dans le staff, qui s'appelle Jeff Dubois, et qui, je crois qu'il faisait il gérait énormément l'humain, le relationnel. Même si Gonzalo Quesada, on sait que c'est du management par le positif, il y avait cet homme derrière Jeff Dubois, qui derrière est parti en équipe de France et qui n'a pas eu la même réussite, mais qui était là. Mais le truc, c'est que l'importance qu'un homme peut avoir au sein d'un groupe, par son caractère, ses relations, sa compréhension de la collectivité, de la vie en communauté, parce que c'est une vie en communauté, et ben c'est tout simplement pas quantifiable. Et peut-être que Ibanez, il avait ce rôle-là au sein du staff et avec les joueurs, et que personne n'a repris ce rôle pour le moment, et le temps que les pierres se mettent en angle, savoir qui est-ce qui va tenir ce rôle maintenant dans le groupe. Et troisième chose, et là tu vas comprendre pourquoi est-ce que c'est la faute des avants, parce que c'est le but quand même. Et je vais rebondir sur quelque chose que j'ai vu passer. Il y a deux anciens champions du monde Springboks, avec Schalburger et Jean de Villiers, qui ont fait une déclaration. Et en gros, ils estiment que la France, elle a été démasquée, et que là où ils étaient très efficaces avant, c'était notamment sur les mauls et les lancements sur maul, eh bien ils le sont plus du tout, et qu'il n'y a plus la même énergie, et que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire des lancements sur maul qu'ils ne sont plus bons. Pourquoi c'est très important? Car sur les lancements à partir de ballons portés, si c'est bien attaqué, tu dois scorer ou gagner du terrain à chaque fois. C'est indéfendable car la balle se déplace plus vite que les joueurs. C'est-à-dire que en défense, tu es obligé de laisser ton œuf ou l'ailier sur le côté fermé, sauf que si toi, ton ailier, il va du côté opposé, et ben en fait, le ballon va se déplacer plus vite que le joueur qui court pour rattraper le retard. Tu cours après la montre, c'est une course contre la montre. Alors je te l'explique grossièrement, mais après ça va dépendre de la zone du lancer, du nombre de verrouilleurs sur le côté fermé, sur le côté ouvert, et en fait, c'est des processus décisionnels. Je t'invite à souscrire à la partie membre, là où j'ai 1h30 où j'explique ça avec les différents cas de figure. Donc oui, effectivement, sur l'énergie, je suis d'accord, il n'y a peut-être pas la même énergie que pendant la Coupe du Monde, ça c'est un fait. Et c'est peut-être dû à la préparation physique, parce qu'on n'entend pas autant le nouveau préparateur physique que l'ancien, mais je pense pas quand même. Alors on est moins efficace sur les lancements de jeu à partir de mêlée et à partir de touches en déviation, là je suis d'accord. Parce que tu as un nouvel entraîneur, tu as des nouveaux systèmes, des nouvelles combinaisons, et il faut le temps de se roder, de se régler. Mais sur les ballons portés, je ne suis pas d'accord. Il y a quasiment qu'une seule façon d'attaquer sur ballon porté où tu élimines les zones successivement pour savoir si tu vas attaquer là, là, là ou là. Et ça, quel que soit le club, quelle que soit la sélection, et du coup les mecs connaissent automatiquement les lancements de jeu. Ils le font en club tous les week-ends, ils le connaissent sur le bout des doigts, ils savent exactement comment tu attaques, comment tu défends. Alors si on résume pas nos lancements de jeu, soit c'est un souci de timing, soit les joueurs sont pas réglés sur les courses, soit un souci de technique individuelle avec des passes qui sont derrière, trop hautes, trop basses. Mais c'est pas la faute des trois quarts. Si on ne marque plus sur ballon porté et donc on n'est pas bon, c'est de la faute des avants. Bah ouais, quand tu gagnes une touche sur 5 et que la touche que tu gagnes elle est pas propre, bah tu peux pas attaquer. Quand tu répètes des lancements de jeu pour être efficace pendant des heures et que les avants ils te font 2 touches mais qu'en match t'en gagnes pas une seule, tu vis ça tous les week-ends avec tes groupes, non? Donc conclusion, c'est la faute des avants, les trois quarts ils se refroidissent au bout d'un moment quand tu dois te faire des passes alors que t'as plus l'habitude de toucher la balle, c'est normal, tu fais des fautes de main. Allez, c'était une petite dédicace à tous les avants et pour info, non je préfère quand même les avants, c'est beaucoup plus chouette à entraîner que les trois quarts. Trois quarts tu leur mets du toucher, ils veulent du plaqué, tu leur mets du plaqué, ils veulent du toucher. Allez topette.